Un autre exemple d'épistasie, d'interaction épistasique entre deux gènes, c'est l'épistasie à deux gènes dominants, sans effet cumulatif. Ce type d'interaction épistasique est caractérisé par des proportions de 15 16e, 1 16e au niveau de la génération F2. Dans ce cas, les allèles dominants des deux gènes, donc des deux loci, s'expriment par le même phénotype sans effet cumulatif. C'est-à-dire que quand vous avez les allèles dominants, soit du premier gène ou bien du deuxième gène, soit les deux allèles dominants en même temps dans le génotype, ça s'exprime toujours par le même phénotype. Prenons cet exemple-là, de la couleur de l'albumène du grain de maïs. Il est soit blanc, soit jaune. L'albumène du grain de maïs est soit blanc, soit jaune. Ce caractère est contrôlé chez le maïs par deux gènes. Un premier gène, Y1, grand Y1, petit Y1, un allèle dominant, un allèle récessif. Ce gène-là, il est porté par le chromosome 6. Et un deuxième gène qui va être noté Y2 avec un allèle dominant grand Y2 et un allèle récessif petit Y2. Et ce gène-là, il est porté par le chromosome 5 du maïs. Ce sont donc deux gènes qui sont indépendants, portés par différents chromosomes. Donc, la présence soit de Y, dans le génotype bien sûr, la présence soit de Y1 seul, grand Y1, ou bien grand Y2 seul, ou bien les deux à la fois, grand Y1 et grand Y2, donnent le phénotype albumène jaune. Quand est-ce qu'on a l'albumène blanc? Quand on a dans le génotype uniquement les allèles récessifs. Ainsi, le croisement entre deux parents de race pure, le premier avec un génotype grand Y1, grand Y1 au niveau du premier locus et grand Y2 au niveau du deuxième locus. Donc, ce parent-là, il va avoir un albumène jaune parce qu'il y a au moins un allèle dominant. Donc là, vous avez 4 allèles dominants au niveau du génotype. Donc, albumène jaune. Ce parent, il est croisé avec un deuxième qui présente les génotypes petit y1, y2, petit y2, donc ce génotype-là, il donne un phénotype albumène blanc. Bien sûr, au niveau de la F1, on va avoir 100% d'individus qui ont le génotype hétérozygote grand Y1, petit Y1, grand Y2, petit Y2. Et bien sûr, ces individus de la F1 vont avoir un albumène jaune. Le croisement des individus de la F1 entre eux, c'est dans ce tableau-là. Vous avez chaque individu de la F1 qui va donner 4 types de gamètes. L'autre parent, il donne
aussi les mêmes gamètes et la combinaison des différents gamètes nous donne ces 16 génotypes où on va voir tous les génotypes renfermant au moins un allèle dominant Y1 ou bien Y2 ou bien les deux en même temps vont avoir un albumène jaune. Donc tous ces individus-là, ils vont avoir un albumène jaune, ce qui fait qu'on aura 15 16e de ces individus-là qui ont un albumène jaune. Par contre, là où on a un génotype double homozygote récessif, on n'a pas d'allèle dominant, ni au niveau du locus Y1, ni au niveau du locus Y2. Donc, ces individus vont avoir un albumène blanc. Donc, dans l'ensemble, on a 15 16e de plantes à albumène blanc et un 16e de plantes à albumène blanc. Ici, c'est jaune. 15 16e jaune, 1 16e blanc. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'effet cumulatif? Parce que quand on a Y1 et Y2 ensemble, on n'a pas un deuxième phénotype, on a le même phénotype albumène jaune. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas d'effet cumulatif. On obtient donc 15 16e de phénotype grain jaune, 1 16e de phénotype grain blanc, d'où un rapport de 15-1. Ceci, bien sûr, on peut l'expliquer au niveau de la F2. Donc, vous avez la première classe génotypique grand Y1 grand Y2 c'est 9 16e. Deuxième classe génotypique grand Y1 petit y2 et avec une proportion de 3 16e. Puis la troisième classe génotypique petit y1 grand Y2 avec aussi 3 16e comme proportion. Et enfin, la quatrième classe, petit y1, petit y2, avec une proportion de 1 16e. Donc là, on aura un albumène jaune. Et là, un albumène blanc. C'est pour cela, donc, on a ces proportions 15 16e, 1 16e. Un autre type d'épistasie, c'est l'épistasie à deux gènes récessifs sans effet cumulatif. Et là, on a un rapport de 9 16e, 7 16e. Donc les rapports F2, ils deviennent, dans le cas où les génotypes homozygotes récessifs, à chacun des deux loci, c'est-à-dire ces génotypes-là, grand A tiré, petit b, petit a, grand B tiré, et petit a, petit b, s'expriment par le même phénotype. Parce que vous avez deux gènes récessifs qui exercent leur effet. Ici, on a la présence de petit b, donc qui empêche le A de s'exprimer. Donc ça donne donc, le même phénotype que petit a, grand B tiré. Et aussi, on obtient le même phénotype par ce double homozygote récessif petit a, petit b. Donc tous ces génotypes-là s'expriment
par le même phénotype. Et vous avez l'autre classe génotypique, grand A-, grand B-, qui va vous donner le deuxième phénotype qui va avoir une proportion de 9/16. Donc quand les allèles dominants sont présents ensemble, aux deux loci, il y a complémentation en apparition d'un phénotype différent, c'est-à-dire le phénotype qui va être représenté par 9/16. Et ici, on va prendre comme exemple des croisements qui ont été effectués chez le trèfle. Le trèfle, où on connaît différentes variétés quant à la concentration, quant à la teneur de ces plantes-là en cyanure. Donc il y a des trèfles, des souches de trèfle qui sont pauvres en cyanure et il y en a celles qui sont riches en cyanure. Dans ce cas-là, dans cette étude-là, nous avons croisé des souches de trèfle pauvres en cyanure de race pure avec d'autres souches de trèfle ou également pauvres en cyanure. Nous avons obtenu au niveau de la F1 100% de plantes dont les feuilles ont une concentration très élevée en cyanure. Donc, un nouveau phénotype. Au niveau de la F2, nous avons obtenu deux types de plantes. Des plantes qui sont riches en cyanure, donc c'est des plantes qui présentent une forte concentration en cyanure, et des plantes qui sont pauvres en cyanure. Et bien sûr, les premières qui sont riches en cyanure présentent d'une proportion de 9/16, et deuxième type de plantes qui sont pauvres en cyanure présentent une proportion de 7/16. Ceci donc s'explique par le fait qu'on connaît déjà que le cyanure, dans les cellules du trèfle, il est produit selon la chaîne suivante. On a un précurseur P qui, grâce à un enzyme E1, est transformé en glycoside cyanogène. Ce glycoside cyanogène, grâce à un autre enzyme, un deuxième enzyme, qu'on note O2, il est transformé en cyanure. Et chaque enzyme, il est codé par un gène. L'enzyme E1, il est codé par un gène noté G. G1. Et le deuxième enzyme, E2, il est codé par un deuxième gène qui est noté G2. Chaque gène présente un allèle dominant et un allèle récessif. Et dans les deux cas, c'est l'allèle dominant qui donne un enzyme fonctionnel. L'allèle récessif, que ce soit de G1 ou bien de G2, donne un enzyme qui est non fonctionnel. Alors, si nous avons donc l'allèle dominant, on va avoir l'enzyme fonctionnelle, donc la réaction va se faire. Et si nous avons l'allèle récessif, on ne va pas avoir l'enzyme, donc il y aura un blocage de la chaîne biosynthèse à ce niveau ou bien à ce niveau, selon le locus où on a un génotype homozygote récessif. Donc voilà donc la chaîne de synthèse du cyanure dans le cas des cellules du trèfle. Donc nous avons dit que l'allèle dominant, grand Gx, il produit un enzyme. Par contre, l'allèle récessif, il est responsable d'un blocage métabolique. Donc, on a pris les plantes de la génération F2, de ce croisement-là, que nous avions réalisé entre les différentes variétés de trèfle dont la concentration en cyanure est faible, et au niveau de leur génération F1, on a trouvé des plantes qui présentent
des concentrations très élevées en cyanure. Au niveau de l'AFDO, on a dit qu'il y a 9/16 de plantes à concentration très élevée en cyanure et 7/16 de plantes pauvres en cyanure. Alors, comment on va expliquer ceci? Alors, pour l'expliquer, nous avons mesuré la concentration en cyanure sur les extraits de feuilles avant et après l'addition de glycosides ou de l'enzyme E2. Donc, on a, pour certaines plantes, mesuré la concentration en cyanure initiale, puis après, la mesure de la concentration finale après avoir donc, ajouté à l'extrait après avoir ajouté donc, à l'extrait du glycoside cyanure et aussi après avoir ajouté à l'extrait l'enzyme E2. Donc voilà un tableau qui résume l'expérience. Donc nous avons mesuré la concentration en cyanure dans l'extrait, seul. Puis, nous avons ajouté à l'extrait du glucoside et on a mesuré la concentration en cyanure. Donc, on ajoute à l'extrait du glycoside cyanogène et puis on mesure la concentration de cyanure. Et là, on ajoute à l'extrait l'enzyme E2. Et après, on mesure la concentration en cyanogène. Alors, on a trouvé 4 types de plantes. Il y a des plantes où on a trouvé du cyanure dans l'extrait seul. C'est-à-dire l'extrait seul contient du cyanure. Ce sont des plantes qui ont aussi bien un allèle dominant grand G1 que l'allèle dominant grand G2. Donc leur génotype, il renferme au moins un allèle grand G1 et au moins un allèle grand G2. Leur génotype, il présente au moins donc, grand G1 et au moins grand G2. Le génotype de ces plantes-là sera grand G1 tiré grand G2 tiré. Donc, ils auront l'enzyme E1 et l'enzyme E2, ce qui va assurer cette chaîne de synthèse du cyanure. Donc, on aura du cyanure. Donc, même si on ajoute le glycoside, on aura toujours le cyanure. Et là aussi, quand on ajoute l'enzyme E2, on aura du cyanure. Ceci pour le premier groupe de plantes qui présente une proportion de 9/16. Deuxième groupe de plantes, ce sont des plantes où on ne trouve pas le cyanure au niveau de leur extrait. Donc, la chaîne biosynthèse, elle est bloquée quelque part. Et même si on ajoute du glucoside, la réaction, ou bien la chaîne de synthèse cyanure ne s'accomplit pas. Il n'y a pas de cyanure. Donc, même si on ajoute le glycoside cyanogène, pas de cyanure. Donc, là, on n'a pas l'allèle grand G2. On n'a pas l'enzyme E2, ce qui fait qu'on n'a pas un allèle grand G2. C'est pour cela, donc, il y a blocage à ce niveau-là. Quand on ajoute l'enzyme E2, on obtient le cyanogène, c'est-à-dire qu'au niveau de cet extrait-là, il y a le glycoside cyanogène, mais il n'y a pas l'enzyme E2. Donc le génotype de ces plantes-là est... Donc il n'y a pas... On a dit qu'il n'y a pas l'enzyme E2. Donc
ces plantes-là, ils ont, au niveau de ce locus, petit G2, G2. Et là, ils ont le glycoside, parce que lorsqu'on ajoute l'enzyme E2, on obtient le cyanure. Donc, ils sont au niveau de ce locus-là d'un génotype G1 tiré. Ces plantes, on a dit qu'ils sont 9/16e. Ici, ces plantes-là, ils présentent une proportion de 3/16e. 3/16e. Alors, troisième groupe de plantes, ce sont des plantes où on n'a pas le cyanure au niveau de l'extrait seul, mais lorsqu'on ajoute le glycoside, on obtient le cyanure. C'est-à-dire qu'il y a l'enzyme E2. Il y a l'enzyme E2. Mais ce qu'il faut pour ces plantes-là, c'est le glycoside cyanogène qui n'est pas présent. Donc, il n'y a pas l'allèle grand G1. Le génotype de ces plantes-là, donc, il est G1. Petit G1, grand G2, tiré. Donc là, on n'a pas l'enzyme E1, donc il n'y aura pas transformation du précurseur P en glycoside cyanogène. Et on a G2, grand G2, c'est-à-dire on a l'enzyme E2. Donc il y aura transformation quand on ajoute le glycoside cyanogène, il y aura sa transformation en cyanure. C'est pour cela qu'on a ici le cyanure au niveau de l'extrait plus glycoside. Et bien sûr, on a le quatrième groupe de plantes, ce sont des plantes où l'on ne trouve pas de cyanure au niveau de l'extrait seul, même si on ajoute le glycoside cyanogène, il n'y a pas de cyanure, et même si on ajoute l'enzyme E2. Ce sont donc des plantes qui ne possèdent ni l'enzyme E1 ni l'enzyme E2. Leur génotype est donc petit G1, petit G1, petit G2, petit G2. Ils ont une proportion de 1/16e. Ces plantes, ils ont une proportion de 13/16e. Donc, toutes ces plantes-là, ils n'ont pas de cyanure. Ils auront une proportion plutôt de 7/16e. Et ces plantes-là, ils ont du cyanure dans leur extrait. Et ils sont d'une proportion de 9/16e.